Je vais vous parler, donc, je vais commencer, c'est un sujet très démographique, donc vous allez souffrir au début parce que je vais montrer comment on fait une projection de population, juste pour fixer les idées, et puis on passera à quelques résultats, et puis on se demandera, mais au fond, est-ce que les choses vont vraiment se passer comme on pense qu'elles vont se passer en faisant des projections? Est-ce que c'est vraiment le futur qui nous est donné par la projection? Et pour répondre à cette question, je regarderai comment on a fait des projections dans le passé et quels ont été leurs résultats. Est-ce que on est tombé juste? Est-ce que vraiment ce qu'on avait prévu sur l'évolution de la population s'est produit? Ou bien est-ce que c'est autre chose qui s'est... Et vous verrez que ça n'a pas très bien marché. On se demandera, mais pourquoi, après tout, c'est normal de se tromper dans des domaines comme les nôtres, et puis c'est encourageant parce que ça prouve que tout n'est pas écrit, ça prouve qu'on est en train de faire l'histoire, comme l'aurait dit le père Marx. Mais on peut se demander aussi pourquoi on s'est trompé, c'est ce que j'essaierai de montrer plus on progressera dans l'exposé. Et vous verrez que des intérêts, j'ai employé le mot idéologie dans son sens traditionnel, pourquoi des intérêts de type idéologique, pas forcément des idéologies politiques, des idéologies aussi bureaucratiques, se sont conjuguées pour, au fond, fausser les projections et expliquer ainsi qu'elles n'aient pas atteint leur but. Alors ça, c'est la plus ancienne. Alors vous allez avoir du mal à le lire, mais vous n'avez pas à lire tout, mais c'est quand même la plus ancienne projection. Elle a été faite par William Petty. William Petty était le fondateur de l'arithmétique politique. C'était un Anglais assez agité. C'est aussi un fondateur de la Royal Society, la première grande académie scientifique au monde. Et j'avais fait un livre autrefois pour montrer que c'est sans doute lui l'auteur il y a des preuves de cela, du premier livre de démographie qui s'appelle Les observations naturelles et politiques et qui est signé par John Graunt. Mais John Graunt est très vraisemblablement un prête-nom. C'est William Petty, la personne intéressante. Et William Petty, le mot political n'est pas par hasard. Quand il était un jeune homme, il avait été l'assistant du très grand philosophe Thomas Hobbes, l'auteur du Léviathan. Et quelque part, la naissance de la démographie a un rapport avec cela. Et il s'est posé une question, William Petty, dans ce petit essai sur... qui était combien d'hommes ont vécu sur Terre, parce que on prétendait, on disait voilà, les écritures saintes sont fausses parce qu'il n'y aura pas assez de terre. Vous savez, dans la religion chrétienne, une fois que la fin du monde est arrivée, tous les corps sont reconstitués. Et certains disaient il n'y aura pas assez de terre sur Terre, il n'y aura pas assez de matériaux, d'atomes pour refaire tous les corps. Donc Petty, qui était un bon scientifique, au fond, a calculé combien d'hommes avaient vécu depuis le début. Alors vous voyez, il a commencé très, très tôt, il a commencé à Adam, vous voyez, puis il est arrivé à Noé. Alors comme il y a eu le déluge, si vous connaissez l'histoire, à ce moment-là, il a remis les compteurs à 8, puisqu'il n'y avait plus que Moïse, sa femme et leurs 3 enfants et leurs 3 femmes. Donc on est reparti de 8, et puis vous voyez, toi qui descend, et puis il arrive à un certain nombre d'habitants, il arrive à 320 millions pour son époque. C'est pas trop loin, c'est un peu en dessous de ce qui a eu lieu, mais c'était pas trop mauvais. Et surtout, il projette, et il dit la Terre sera pleine dans 5 redoublements. Donc ça voulait dire, il pensait que la fin des temps arriverait dans 5 fois, c'est à peu près... dans à peu près 2000 ans. Et c'est une idée courante à l'époque que la fin du monde allait arriver assez vite. Mais donc, au fond, c'est pour une raison très différente, vous le voyez, qu'il a fait cette prévision. Et il a une méthode très archaïque, il multiplie par 2 et il donne des années de doublement. Vous voyez, au début, la fécondité est très forte, alors là, ça se multiplie à toute vitesse, vous voyez, 16, 32, 64, 128, etc. C'est les puissances de 2. Et puis, ça se ralentit de plus en plus avant la catastrophe finale. Et il dit, peut-être j'aurai le temps de vous montrer, sur la fin de l'exposé, il dit, quand la fin des temps arrivera, quand la Terre sera entièrement peuplée, et entièrement peuplée, il dit, quand il y aura 2 personnes par acre cultivable. Un acre, c'est un demi-hectare en Angleterre.
Et donc, il y a aussi des préoccupations très modernes, peut-être qu'on arrivera jusque-là. Alors maintenant, on fait, depuis, disons, les années 1920, on fait les projections démographiques encore maintenant de façon très différente, avec une idée très simple. On fait glisser, si l'on peut dire, où on augmente d'une année, une année après une année, on fait bouger la population parce que chaque année, ceux qui ont un âge donné, l'année suivante, ils ont un an de plus. Donc c'est pas très, très difficile. Alors, pour vous donner une idée, très souvent, je crois que la meilleure façon de montrer la démographie, c'est de dire on représente les individus, c'est les lignes rouges, c'est leur ligne de vie, et on les représente selon l'âge qu'ils ont, vous voyez, et puis le temps. C'est-à-dire là, vous avez une personne qui est née en 1910, hein, et donc elle arrive et à la fin elle meurt vers, vous voyez, un peu après 1970, et donc avec un peu plus de 60 ans. Et vous voyez que toutes les lignes sont comme ça, parce que c'est ce que je vous disais, quand il se passe une année, on vieillit d'un an. Donc si on est ici à 9 ans en 1919, eh ben, on sera à 10 ans en 1920, et ainsi de suite. Donc on peut représenter toute une population en faisant ces lignes de vie. Là, c'est une personne c'est un migrant, il est arrivé à un certain âge, il apparaît dans la population, puis il meurt, vous voyez, vers 1950, à 57 ans, vous voyez. Oui, j'ai marqué en plus de ça. Et donc, toute une population peut être, alors on ne va pas le faire, mais toute une population, vous voyez, peut être représentée de cette manière-là. Et pour savoir quelle est la population qui a un âge donné, un an, vous voyez, là j'ai mis de 1920, c'est ceux qui sont nés de 1920 à 1921, donc entre 0 et 1 an. Et vous voyez qu'arrivé à 1 an, voilà la population quand elle a 1 an, c'est toutes les lignes qui croisent. Alors il manque ceux qui sont morts avant, mais sinon il manque certains qui arriveront plus tard. Mais on a la population et du coup, là c'est les événements. Vous pouvez noter dans la population tous les décès. C'est les petits points que vous voyez, puisque les décès, vous avez l'âge de la personne qui décède, et puis vous avez à quelle époque, quelle année elle est décédée. Et quand vous combinez tout ça, vous pouvez compter les décès. Et vous voyez que vous pouvez les compter de deux façons. Vous pouvez les compter, là ça s'appelle, vous voyez, on suit une génération, c'est-à-dire on prend les gens qui ont entre 1 et 2 ans en 1920, et puis on va jusqu'en 1921, c'est les mêmes qui sont à l'intérieur, tous ceux-là sont morts, donc il y a ça en moins. Mais on peut aussi prendre toutes les personnes qui sont là entre 1921 et 22, puis regarder ce qu'elles sont devenues une année plus tard. Et du coup, une fois qu'on a ça, on fait des projections. Donc, vous voyez, là, on a la ligne rouge, c'est un recensement, par exemple. Donc, on a chaque barre, c'est une classe d'âge. Donc, vous voyez que là, c'est ceux qui ont l'âge ils ont entre 2 et 3 ans, donc ils ont l'âge de 2 ans. Et c'est en 1920, bon, et ainsi de suite. Donc, on a toutes les classes d'âge. Et puis, on va les faire bouger d'une année pour faire la projection. Vous voyez, puisqu'ils vont vieillir d'1 an. Et qu'est-ce qui va se produire quand ils vieillissent d'1 an, tous ces gens-là? Il va y avoir des migrations qui vont arriver, un solde, c'est plus M, et puis il y avoir des décès, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont disparaître parce qu'elles meurent de la population. Et on fait ça pour toutes les classes d'âge, sauf le problème se pose pour la toute première. Donc, vous voyez celle qui est en bas. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, vous voyez celle qui est en bas. Oui, on voit apparaître la population. Vous voyez en bas, c'est ceux qui sont nés dans l'année. Donc, ils ne proviennent pas il n'y a rien avant. Donc, ceux-là, on va prendre les naissances. Et on connaît les naissances d'habitude dans la population, ou bien on les calcule en utilisant des taux de fécondité par âge. C'est-à-dire, on prend toutes les femmes qui ont un âge donné, puis elles ont une certaine fécondité. Et donc, on a comme ça l'ensemble des naissances. Et puis là aussi, il y a quelques enfants qui arrivent très jeunes, quelques décès. Et donc, on a la première classe d'âge. Et de cette façon-là, vous voyez que, connaissant la population en 1920, si on prévoit l'émigration, les décès et la fécondité, on arrive à avoir la population en 1921. Donc, et c'est pour ça qu'on parle de projection par composante. C'est comme ça qu'on fait dans le monde entier, encore maintenant. Et la composante, ça veut dire parce qu'il y a une composante migration, une composante mortalité, puis une composante fécondité. Il y a 3 composantes. Donc,
Tout le problème, c'est d'avoir une idée de la manière dont vont évoluer ces trois choses. Comment les migrations vont évoluer, alors là, déjà, bien malin qu'il saura. Comment la fécondité va évoluer, on a un peu une meilleure idée, on a des hypothèses, on a des théories. Et puis comment la mortalité va évoluer, là aussi, on a l'impression qu'on le sait un peu mieux, on le sait bien par âge, mais globalement, comment l'espérance de vie va évoluer. Donc on est quand même sur quelque chose de fragile, mais c'est de cette manière-là que les prévisions démographiques se font. Là, c'est juste pour rappeler que la petite formule toute bête, hein, on fait ça sur un tableur très facilement maintenant. Alors, une fois qu'on a vu la mécanique, je vais vous montrer et discuter un instant, mais très rapidement, les projections telles que les Nations Unies le font. Alors, les Nations Unies ont une division, hein, comme dans les armées pratiquement, qui s'appelle division de la population. Alors, c'est à New York, c'est des bons démographes, un peu de tous les pays, et ils rassemblent les prévisions faites dans tous les pays qui en font. Donc, ils ont les projections faites par les Allemands, par les Algériens, par les Américains, et puis ils les harmonisent un peu, ils discutent avec chaque pays, et puis progressivement, ils remplissent les trous. Par exemple, ils font leurs projections pour l'Afghanistan, par exemple. Alors là, je dois dire, les données sont quand même pas très, très bonne qualité, mais c'est les Nations Unies, donc on traite tous les pays de la même manière. Donc quand vous allez sur leur site, vous verrez, chaque pays est traité de la même manière. Vous avez la population de l'Afghanistan ou bien des États-Unis sur le même format, âge par âge, année par année, avec tous les taux de fécondité, de mortalité. C'est bien, c'est commode, c'est très bon d'ailleurs pour les étudiants. Quelquefois, bon, les données sont fragiles. Alors, quels sont les résultats? C'est des choses que vous connaissez. Là, je vous ai mis les prévisions faites en 2015. Vous voyez que en 2015, on prévoit, voyez, pour la population mondiale, qu'elle sera, vous avez tous entendu dire qu'elle serait assez proche de 9 milliards. Vous voyez que c'est... mais il y a une fourchette. Alors vous allez voir la fourchette ici. Vous voyez que quand on va jusqu'en 2100, l'écart devient énorme. Soit on retombera au-dessous de 6 milliards, soit on dépassera 13 milliards d'habitants, du simple au double. Donc les gens de la division de population sont prudents. Plus ils vont vers le long terme, et vous verrez plus tard que ce ne sont pas simplement prudents, c'est sans doute des politiques assez malins. Alors là, je vous ai mis quelques pays parce que il y a quand même des choses très divergentes dans le monde. Je crois que désormais l'explosion démographique est finie, sauf qu'il reste quelques lieux où on a localement des explosions démographiques. Et en fait, la seule partie du monde où l'explosion démographique continue, et vous le savez, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique qui est comprise entre les deux tropiques. C'est l'Afrique du Sud est maintenant au-dessous de 3 enfants par femme. Et en Afrique du Nord aussi, vous êtes entre 2 et 3 enfants selon le pays, un tout petit peu plus en Égypte, mais plutôt moins au Maghreb. Et donc, et vous voyez aussi l'Europe qui est stationnaire, qui bouge pratiquement plus, les États-Unis qui augmentent encore un peu. Et donc, le seul changement, alors j'ai mis BRIC, vous savez que BRIC, c'est Brésil, Russie, Inde et Chine, c'est donc près de la moitié de la population mondiale actuelle, et vous voyez qu'il y a stabilisation dans la projection moyenne des Nations Unies. Ça, c'est la projection moyenne. Et du coup, j'ai calculé, pour vous donner une idée du problème démographique actuel, j'ai calculé quelle était la part de l'augmentation de population qui venait de l'Afrique subsaharienne dans le total de l'augmentation mondiale. Et vous voyez, en rouge, c'est ce qui vient de l'Afrique subsaharienne. Alors c'est, dans le langage des Nations Unies, c'est l'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Centre. On note l'Afrique du Nord et la partie Afrique du Sud, mais c'est plus large. Ça comprend aussi Angola, Mozambique, et puis le Zimbabwe et le Botswana. Et vous voyez qu'actuellement, un quart de la croissance démographique mondiale est causée par l'Afrique subsaharienne. Et regardez comment ça évolue.
Quand on arrive vers 2050, c'est les 3/4 de la croissance démographique. Autrement dit, la croissance démographique du monde sera conditionnée par la croissance démographique de l'Afrique subsaharienne. Et ça risque d'être dans des proportions énormes. Ce n'est pas mon idée, c'est ce que donne la division de la population des Nations Unies, et c'est l'esquisse moyenne. Et ça donne des chiffres, regardez, pour certains pays, qui ne sont pas si loin de chez vous d'ailleurs. Vous voyez que le Niger, qui était en 2010 à 16 millions d'habitants, atteindra pratiquement 70 millions le Burkina Faso, qui est à 15,5, serait à 41. Le Mali sera à 45 millions en 2050. Et bien sûr, un pays comme le Nigeria, mais c'est plus loin, aura une croissance énorme. Mais vous voyez que le sud du Sahara va augmenter dans des proportions absolument énormes. Alors quand je dis va, est-ce que ça va se produire? Ça m'étonnerait. Là, il y a quelque chose qui paraît difficilement possible, étant donné les ressources d'un pays comme le Niger, qui a peu de terres cultivables, qui a des problèmes d'hydrologie, qui a des problèmes d'eau très, très importants. Donc la question démographique est assez largement devenue une question qui porte sur ces pays. Alors les pays plus au centre, comme je ne les ai pas mis, ceux qui sont en Afrique centrale, comme par exemple l'ancien Congo belge, la République démocratique du Congo, c'est quand même des pays qui, eux, ont des possibilités énormes du point de vue de l'agriculture, du point de vue minier. Donc, c'est un pays qui doit être grand comme près de 4 fois la France. Donc, ils peuvent loger du monde. C'est un pays chaud. Ils peuvent avoir plusieurs récoltes par an. Il y a beaucoup d'eau. Donc, la question est beaucoup moins grave. Mais pour la zone sahélienne, il y a une vraie. Je pense que c'est la seule vraie question démographique qui subsiste maintenant. Alors, maintenant, je vais commencer à entrer dans... Je vous ai montré ce qu'on montre habituellement, au fond. Simplement, j'ai insisté sur ce point. Mais je vais entrer sur quelque chose un peu différent. Quand je vous ai montré la croissance de la population, je vous l'ai montré en nombre. Mais après tout, on peut regarder aussi comment évolue le taux de croissance de la population. Donc c'est ce que je vous ai mis là. Et là, vous avez une vision totalement différente. Vous voyez que le taux de croissance de la population mondiale, il a été le plus fort à peu près en 1970, plus de 2%, plus de 2% par an, c'est pratiquement doublement tous les 30 ans. Et puis maintenant, regardez, je suis pas encore allé, je suis allé jusqu'à vers 2010, vous voyez la courbe bleue, on est en train de passer à 1%, donc il a été divisé par 2. Et j'ai simplement fait un petit alignement, une petite régression. Vous voyez que logiquement, si ça continue à ce rythme-là, vers 2055, le taux de croissance deviendrait nul, ce qui voudrait dire que la population mondiale commencerait à décroître, si le taux de croissance devient négatif. Donc vous voyez que simplement en changeant la manière dont on mesure les choses, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes chiffres, mais au lieu de les montrer en nombre absolu, on les montre en taux de croissance. Eh bien, en faisant ça, on a une vision. Vous voyez, dans un cas, vous avez la vision qui fait peur, là. Regardez, hop, c'est parti, la population, on se dit, oulala, ça va continuer à augmenter, même si ça a l'air de ralentir un peu. Et puis dans l'autre cas, vous voyez que c'est presque une vision, au contraire, trop optimiste. On dit, il n'y en a plus pour longtemps, hein, la croissance démographique, c'est terminé. Donc vous sentez déjà que c'est pas si simple de parler de projection. Il y a déjà un premier problème qui est même simplement de montrer les chiffres. On peut les montrer de façon assez différente. Et au fond, je vous dirai des choses sur les cartes. Vous verrez cela demain de façon beaucoup plus élaborée. Parce qu'alors là, quand on travaille sur des cartes, on peut montrer beaucoup de choses de façon différente. On ne peut pas montrer n'importe quoi comme certains le croient. De la même manière, on ne peut pas faire dire aux chiffres n'importe quoi, ou les gens disent « Ah, les statistiques mentent », ou on fait n'importe quoi avec les chiffres. On ne peut pas. Mais on peut, il y a toute une gamme de variations. On peut quand même présenter d'une manière ou d'une autre les chiffres. C'est comme si vous êtes un architecte et que vous voulez... vous avez construit un bâtiment, puis vous voulez le vendre ou le montrer à un concours, vous allez faire plusieurs vues assez différentes, qui seront des perspectives, vues du dessus, vues de devant, vues de profil, et
Mais c'est le même bâtiment, et vous ne pourrez pas non plus faire n'importe quoi. Vous ne transformerez pas une mosquée en gratte-ciel, par exemple. Mais vous aurez des façons d'illustrer différemment. Et de la même manière, les chiffres, les statistiques, vous pouvez les illustrer de façon relativement différente. Il y a une sorte de flexibilité de la statistique. Alors, on entre dans le dur du sujet. Justement, vous sentez déjà que je suis moins confiant dans les projections. Et là, on va commencer à regarder d'un peu plus près. Voilà ce que j'ai fait. Alors, c'est très simple. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Les Nations Unies font cette projection de population. Elles le font depuis 1963. Donc, j'ai repris toutes les projections qu'elles ont faites depuis 1963. C'est chaque fois une ligne d'une couleur différente. Et jusque-là, vous voyez, jusqu'en 2004, je vous montrerai 2010 dans un instant. Et j'ai pris un pays, l'Iran. C'est un pays qui a des bonnes statistiques, l'Iran. C'est un pays qui a un système depuis longtemps bien rodé, donc on ne peut pas dire c'est à cause d'erreurs de statistiques. Et vous voyez qu'au début, regardez en 63, en 68, en 68 c'est peu clair. D'abord, on ne va pas très loin dans la projection, on est prudent. On fait des projections sur 25 ans à peu près. Vous voyez. La projection part de 68, puis on va à peu près, vous voyez, jusqu'en un peu après 80. Les années sont marquées en bas. Et puis, on s'enhardit à partir de 73. On fait des projections un peu plus longues. Vous voyez, quand on va en 1990, on fait une projection jusqu'en 2025. Et en 94, on va jusqu'en 2050. C'est la ligne rouge. Et vous voyez que la projection qui est faite montre qu'il y a une croissance formidable de la population iranienne. Pour la projection de 1994, vous voyez qu'on atteindrait, on voit à peu près le chiffre, ça serait à peu près 165 millions d'Iraniens en 2050. 165 millions. Et puis tout d'un coup, la projection faite 10 ans plus tard, en 2004, bang, ça retombe. On retombe à peu près à 100 millions. Et en 2010, la projection retombe à un peu plus de 80 millions. Donc vous voyez qu'en l'espace, si vous prenez 1994 et 2010, donc en 16 ans, l'estimation de la population iranienne pour 2050 a été divisée par deux. On est passé d'à peu près 180 millions à peine 85 millions. C'est pratiquement une division par deux. Et ce n'est pas lié à des chiffres qui soient pas satisfaisants sur la pyramide des âges. Les chiffres sont bons, ils peuvent varier à 5% près. Là, on n'est pas à 5% près. On est du simple au double. Donc, il y a un vrai problème. Alors, vous me direz, c'est l'Iran, vous savez ce qu'on dit de l'Iran et tout. Bon, prenons la France. Est-ce que la France, ça s'est mieux passé pour la France? Ben non. Vous voyez que pour la France, en 1963, alors au début 1968, 1973, c'est le baby-boom encore qui continue un peu. On ne s'est pas rendu compte qu'il était en train de se terminer, donc ça poursuit sur sa lancée. Et puis on arrive en 1990, oh là là, alors là, la fécondité était assez basse, donc on commence à faire des prévisions que, vous voyez, pour 1990 et 1994, on pensait que la population française dépasserait à peine 60 millions d'habitants, puis retomberait pour 1994, elle retomberait à peu près 61 millions d'habitants. Puis en 2004, l'optimisme revient. Et puis en 2010, regardez, alors là, carrément 73 millions. C'est pas rien. Là, vous voyez, sur les mêmes 16 années qui séparent 1994 de 2010, on passe de 60 millions et demi à, disons, 72 millions et demi, 12 millions d'écart. Ça fait un quart de la population comme erreur. C'est quand même pas rien. Donc vous voyez bien qu'il y a autre chose, il y a quelque chose qui est problématique dans ces prévisions. Et au fond, dans les deux cas, c'est des erreurs sur l'évolution de la fécondité. Qu'est-ce qui se passe en Iran? En Iran, la fécondité est à 6 enfants et demi par femme sous le Shah. Khomeini arrive, elle reste à 6,5, ça ne change rien. La guerre d'Irak arrive, ça ne change rien. Pourtant, les hommes ne sont plus là. 6 enfants et demi. Et tout d'un coup, en 85, il y a une chute de fécondité. Elle commence à baisser assez vite. Et en 2005, donc 20 ans après, l'Iran est à 2 enfants par femme
et actuellement, ils sont à 1,7 enfants par femme. Donc en 20 ans, ils ont fait ce qu'on appelle quelquefois la transition démographique. Ne me demandez pas ce qui s'est passé. Il y a des hypothèses, il y a toutes sortes de théories sur mais on n'a pas vraiment bien compris ce qui est. Dieu sait pourtant s'il y a eu des thèses faites là-dessus, s'il y a des chiffres. Je pourrais répondre à des questions, mais c'est une situation très compliquée. D'ailleurs, ça explique qu'au début, les démographes, quand ils ont vu ce début de baisse, ils n'y ont pas cru. Ils ont dit, bof, c'est une fluctuation liée à la guerre avec l'Irak, ça va remonter dès que la guerre sera finie. Non, ça continue à baisser. Ensuite, ils ont dit, oui, mais ça va se stabiliser, ça ne s'est pas stabilisé. Donc ils ont mis, vous voyez, c'est seulement en 2004, c'est donc seulement pratiquement 20 ans après le début de la baisse de fécondité qu'ils l'ont intégré dans leur projection. Et là, il y a un phénomène qui n'est pas un phénomène proprement idéologique, ou du moins qui est une idéologie du métier de statisticien. Les statisticiens n'aiment pas le changement, d'une certaine manière. Donc avant d'admettre que les choses changent, il faut vraiment qu'elles aient beaucoup changé. Et donc ils ont admis seulement en 2004, alors disons ils ont fait leur projection, ils ont commencé à les fabriquer en 2002, mais c'est seulement là, ils ont dit, bon, ça y est, l'Iran, il ne va pas remonter, la fécondité va rester assez faible en Iran dans la suite des temps, ce qui est d'ailleurs en train de se produire. Mais vous savez, c'est la même chose pour la France. Le baby-boom en France, la fécondité baisse, puis à partir de 1974, elle passe au-dessous de 2 enfants par femme. Vous savez que les Français sont très, très, très chatouilleux sur cette histoire, ce qu'ils appellent le taux de remplacement de la population. Donc ils se mettent à penser que ils vont disparaître, décroître, puis disparaître. Et comme la fécondité tombe dans les 1,70 enfants par femme, ils pensent que ça va durer. Ils n'ont pas vu qu'il y a un mécanisme sous-jacent qui est en fait lié au vieillissement de l'âge de fécondité. Les femmes ont leurs enfants plus tard, c'est ça qui s'est produit. Et du coup, ils font des prévisions qui sont négatives à partir de 1990. Mais ils ont pris le temps. Ils la font. Ça fait 15 ans que la fécondité est basse. C'est presque le même retard qu'en Iran. Puis 94, puis ça se relève. En 2004, ils commencent à tenir compte du relèvement, mais déjà en 2004, la France est revenue à peu près à 2 enfants par femme. Et c'est seulement pour 2010 qu'ils admettent que la fécondité est remontée. Et donc, on a le chiffre que vous voyez pour 2050. Mais la fécondité commence à baisser depuis 2 ans en France. Je pense que les projections en prendront acte dans 7 ou 8 ou 10 ans. C'est parce qu'on attendra d'être vraiment sûr que ça va. Donc vous voyez que là-dedans, c'est un peu au fond l'idéologie du statisticien qui joue, mais il n'est pas la seule. Et je vais vous montrer un autre aspect idéologique un peu différent. J'ai regardé, alors je vais vous expliquer ce graphique. J'ai comparé les projections faites pour la Chine et pour les États-Unis. Là, on est quand même dans un domaine sensible. Que va devenir la population de la Chine? Que va devenir la population des États-Unis? Si vous prenez en 1994, les Nations Unies prévoient que la Chine sera à peu près 1,6 milliard d'habitants. Vous voyez tout en haut. Et au même moment, les États-Unis, tout en bas, vous voyez, ils seront à peu près à 300 millions d'habitants. 1,6 milliard contre 300 millions, les Américains ont de quoi, réfléchir. Et c'est à peu près la différence qu'il y a entre la population de la France et de la Belgique. Donc, vu le développement de la Chine, qui sera sans doute au même niveau que les États-Unis vers 2050, ça voudrait dire que les États-Unis seront par rapport à la Chine comme la France est actuellement par rapport à la Belgique. Donc là, leur hégémonie mondiale, bof. Et du coup, quand on regarde la projection faite en 2010, on voit que les choses ont beaucoup changé. Regardez. Donc 16 ans plus tard, la projection en 2010, elle montre que, d'abord, on va beaucoup plus loin. On va jusqu'en 2100. Là, ça permet à la Chine de bien baisser, et aux États-Unis de monter en grande partie. Et du coup, ça devient plus raisonnable. Vous voyez que les États-Unis pourraient atteindre 500 millions en 2010 et la Chine descendre à 900 millions à peu près. 900 millions à 500 millions, là, bon, ça reste de grandes puissances, c'est acceptable. Donc, je pense, si vous voulez, parce que 2100, c'est quand même prévoir ce qui se produira en 2100
quelque part, c'est de la folie quand même. Donc là-dedans, je pense que la concurrence Russie-États-Unis a joué, si vous voulez, plutôt Chine-États-Unis a joué. Donc je pense qu'il y a eu, on a dit bon quand même, on ne peut pas laisser les choses comme ça, il faudrait rééquilibrer. Alors il y a une autre façon de rééquilibrer que je vais vous montrer pour terminer ce second chapitre, c'est de regarder. Vous avez vu qu'il y a une projection moyenne, c'est celle que j'ai regardée jusqu'à maintenant. Il y en a une haute et il y en a une basse. C'est ça que publient à chaque fois les Nations Unies. Ça leur permet de ne pas trop être accusés de s'être trompés. Vous voyez, plus on va loin. Alors, je vous ai mis ici l'éventail entre vous voyez en bleu, c'est l'écart entre la projection haute et la projection basse pour la Chine. Donc, ce que disent les Nations Unies, c'est que la Chine pourrait, en 2100, être entre, disons, ça doit être à peu près 650 millions d'habitants et 1,8 milliard. C'est prudent, comme là, on est de 1 à 3. Et regardez les États-Unis. L'hypothèse la plus basse est à peu près 300 millions, et l'hypothèse la plus haute, vous voyez qu'elle est pratiquement à presque 700 millions d'habitants. Autrement dit, il n'y a pas de nécessité que les deux pays suivent l'hypothèse haute ou l'hypothèse basse. Chacun est indépendant. Donc, vous avez une petite chance, toute petite, mais regardez le bas, vous le voyez, vous voyez que peut-être la population des États-Unis sera plus grande que la population de la Chine en 2100. Là, je trouve que les Américains peuvent être contents quand même. On a bien fait tourner les machines, on a bien fait les hypothèses. Là, l'honneur est sauf. Il y a quand même, la Chine n'est quand même pas toujours devant nous. J'ai regardé, là c'est les prévisions les plus récentes, j'avais regardé pour 2010, c'était déjà la même chose. Donc, je suppose que ça a dû peser dans le choix des hypothèses, que c'est pas un hasard pur, c'est trop beau comme hasard. Et là, vous voyez qu'il y a la politique qui s'en mêle. Alors, cette politique et l'idéologie, en fait, elles ont été beaucoup plus présentes encore et aussi beaucoup plus détectables dans le passé. Et je vais vous montrer quelques exemples, cette fois-ci beaucoup plus anciens, qui, je pense, pourront vous surprendre parce que ça vous montrera l'état d'esprit. Là, je vais commencer par 1923. Ce que je vous montrerai, c'est fait par des gens sérieux, ou du moins à l'époque considérés comme sérieux. Carl Saunders dirigeait la London School of Economics, donc c'est plutôt quand même une sommité. Il était membre de la Royal Society, c'était vraiment la crème de l'élite anglaise. Et il a fait un petit livre sur la croissance démographique. Alors il n'a pas fait de prévision, mais il a fait quelque chose qui est presque une prévision, qui consiste à regarder les taux de croissance dans le monde. Mais à l'époque, on ne connaissait pas tellement de population, les statistiques n'étaient pas très développées. Donc il a imaginé un certain nombre de choses, et c'est ce que je vais vous montrer. Et vous allez voir que son imagination traduit bien le sentiment de son époque. Voilà, il a publié, c'est cette carte-là que je vais regarder et analyser et commenter avec vous. Alors, je vais vous l'expliquer d'abord, puis ensuite j'entrerai dans du détail. Ce que vous voyez, c'est les taux de croissance vers 1920, tels qu'ils sont vus par Carl Saunders. Quand c'est en noir, c'est les plus forts taux de croissance. Pas énorme, mais c'est 12 pour 1000. Quand c'est les hachures verticales, c'est encore fort, 9 à 12 pour 1000. Les pointillés un peu plus faibles. Les traits tout droits, comme vous voyez pour l'Algérie, c'est déjà faible, 3 à 6 pour 1000. Et les hachures, c'est des croissances très faibles, plus petits que 3 pour 1000. C'est des stagnations. Donc, voilà l'image qu'il a. Alors, si vous regardez bien, quels sont les pays où on pense que la population va continuer à se développer très fortement? Les fortes croissances, les voilà. Là, vous avez quand même une carte qui n'est pas si mauvaise disons les mots comme elles sont, de la race blanche. Regardez, les États-Unis, on va voir tout à l'heure l'Afrique du Sud, comme par hasard, l'Australie, mais pas le centre, là où sont les aborigènes, non.
Nouvelle-Zélande, la Russie d'Europe. Hein, alors bien sûr, comme c'est un Anglais, il connaît les statistiques françaises, puis il sait que la France a une faible croissance démographique, puis ça l'arrange toujours. Les Anglais n'aiment pas beaucoup. Donc vous voyez, la France est dans... Mais pour le reste, on a vraiment le triomphe au fond du monde blanc et surtout anglo-saxon. Et puis, la suite. Quels sont ceux qui sont juste après? Ben, vous voyez, il y a le Mexique, il y a une partie de l'Amérique du Sud, il y a le Maghreb, la vallée du Nil, et il y a l'Asie centrale. Au fond, c'est les colonies. Et c'est les colonies où il y a des Européens, donc se portent mieux que le reste. Et puis, on glisse encore d'un cran, là où il n'y a pas de croissance du tout. Alors bien sûr, il y a la France, hein, mais regardez, c'est quand même une prévision hallucinante. C'est cette partie de l'Amérique du Sud, c'est pratiquement tout le reste de l'Afrique, celle dont on vient de parler, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la représentation qu'avait un Anglais extrêmement cultivé en 1923 de la démographie mondiale et donc de l'évolution de cette démographie. Autrement dit, il avait, au fond, il avait une vision qui était celle de la domination, on peut le dire, race blanche est peut-être un mot fort, mais domination et encore des pays occidentaux, à part certains comme la France qui étaient bons, qui se débrouillaient mal. Mais pour le reste, la carte est vraiment faite très finement et vous allez voir un dernier exemple de son aspect très fin. Vous voyez en bleu ce que j'ai mis, c'est la frontière entre les États-Unis et le Canada. Autrement dit, en noir, c'est le Canada et puis ça s'arrête net. Ben oui, parce qu'au-dessus, il y a les Esquimaux. Les Esquimaux ne se reproduisent pas, c'est bien connu. Hein, donc, ça va stagner de ce côté-là. C'est aussi une carte qui correspond au sentiment colonialiste de cette époque, qui consiste à dire, bon, ces pays-là ne vont pas augmenter, donc là où il y a des vides, on peut y aller, on va peupler, nous, puisque eux ne peuplent pas. Hein, donc, vous voyez que là, on entre vraiment, mais parce qu'on a le recul du temps, mais on entre dans une vision qui est extrêmement idéologique de l'évolution, de la démographie elle-même et de l'évolution démographique. Alors, après, c'est un personnage très intéressant, Raymond Pearl. Lui était plutôt un type de gauche. Il est important puisqu'il a fondé le groupe le nom exact, c'est le Population Center de l'université de Princeton, qui est l'un des plus grands, peut-être le plus grand aux États-Unis, institut de recherche démographique, et qui publie la revue Population Index. Il a aussi fondé et a été le premier président de l'Union internationale des démographes, qui s'appelle maintenant UIESP. Certains doivent connaître ce nom-là. Donc c'était un type de gauche qui s'est opposé justement aux idées non pas racistes de l'époque, mais eugénistes. Et il s'est intéressé à la croissance démographique. Il s'est intéressé pour une raison simple, c'est les eugénistes prétendaient à l'époque, les pays occidentaux étaient, on est maintenant dans les années 30, ils s'apercevaient que la fécondité baissait, donc ils se disaient, mais comment, à quoi est-ce dû, et leur explication était une explication biologique, c'est que c'était l'instinct reproducteur, la biologie de la reproduction qui était de plus en plus faible. Alors il y a différentes explications qu'on trouve chez les plus grands savants de l'époque. Corrado Gini, vous utilisez encore l'indice de Gini, et il écrit un livre entier là-dessus, ou bien Fisher, le très grand statisticien. Vous utilisez encore des tests en F quand vous faites des comparaisons de variance. Et les uns et les autres sont persuadés que c'est inéluctable, qu'il y a une décroissance biologique de la fécondité. Et Raymond Pearl, qui est le premier à avoir fait des enquêtes par sondage sur la fécondité et surtout sur la sexualité, dit mais non, c'est parce que les pays occidentaux pratiquent de plus en plus la contraception. Ça vous paraît évident maintenant.
comme explication. À l'époque, on le ridiculise. Gini se moque de lui dans les congrès. Il dit, mais non, il n'a pas vu. Alors, Gini répond un jour la chose suivante. Il dit, bon oui, les femmes utilisent la contraception, mais c'est parce qu'elles mettent leur comportement elles le mettent en accord avec leur nature, comme elles ne veulent pas d'enfants, comme biologiquement, elles n'ont pas envie d'enfants, elles sont bloquées biologiquement, donc du coup, elles cherchent en plus de ça à les éviter, c'est simplement, elles mettent autrement dit leur physique en accord avec leur psychologie. Ça paraît délirant maintenant, mais vous trouverez ça dans les articles et dans les colloques internationaux où Gini critique Raymond Pearl. Alors en plus de ça, Raymond Pearl était mauvais statisticien, il a fait des erreurs de calcul, alors ils lui sont tous tombés dessus sur ce prétexte-là. Mais c'est lui qui avait totalement raison, mais en même temps, et là c'était un point important, si ça dépendait de la volonté des hommes et des femmes, la contraception, alors comment allait évoluer la population? Il n'y avait pas de limite possible, ça pouvait être n'importe quoi. Et donc, il a pensé qu'il y avait une limite d'un autre ordre, qui était une limite non pas biologique individuelle, mais une limite liée à la densité de l'espèce. Et on parle encore d'ailleurs de courbe de Pearl. Il a commencé à étudier comment des organismes vivants se comportaient dans un milieu limité, dans un écosystème, ou même un milieu de plus en plus limité, et c'était un vrai scientifique. Il a regardé de la levure. Vous savez ce que c'est que la levure? C'est des petites cellules qui se reproduisent très vite, et puis c'est utilisé dans les yaourts ou le pain, ou des trucs comme ça. Et là, il a mis, vous voyez, dans un milieu, dans une petite soucoupe, on compte les nombres de cellules de levure, c'est en haut, et vous voyez que ça suit une courbe très caractéristique qu'on appelle une courbe en S, et qui est en fait une loi qui redécouvre, qui est la loi logistique, qui est d'ailleurs une loi qui avait été utilisée au XIXe siècle par un mathématicien belge, Verhulst, pour déjà supposer l'évolution de la population. Et vous voyez que ensuite il passe, ce qui est en bas, c'est un poivron. Alors il regarde comment un poivron, un poivron c'est déjà un peu plus... les cellules sont liées entre elles, ce n'est pas des cellules isolées comme la levure. Et vous voyez, c'est la même courbe en S. Puis il va encore un peu plus loin, il regarde comment le poids d'un rat augmente. Alors là, c'est des cellules très bien. Vous voyez que c'est la même chose, la courbe en S. À chaque fois, il fait l'ajustement, il calcule les paramètres et tout, hein, c'est un sérieux. Et puis, et là, vous le connaissez certainement, il se met à élever des mouches dans des bouteilles, des mouches drosophiles. Les mouches drosophiles, ça se reproduit toutes les 3 semaines et ça pond 500 œufs. Alors c'est bien, là, comme ça vous pouvez étudier une population assez facilement. Et il a tout un dispositif, vous voyez, c'est les bocaux, une photo des bocaux. Donc il met ici une sorte de crème avec de la banane et des trucs comme ça, puis il introduit, alors il a un vocabulaire touchant, il dit, et j'introduis le premier couple de mouches drosophiles, en quelque sorte l'Adam et l'Ève de cette population. Et puis, vous voyez que ça commence à se développer, et puis au bout d'un certain temps, la population se stabilise et arrive à le graphique que vous voyez en bas sur la droite. Donc il se dit, il est persuadé qu'il a trouvé une loi qui régit les populations biologiques, tout ce qui est... Au fond, il pense que Newton a trouvé la loi de la gravitation, et ben lui, c'est pour la matière inanimée, ben lui, il a trouvé une loi de la matière vivante. C'est la loi logistique, et il l'applique à la population des États-Unis. Et vous voyez que c'est pas si mal, hein. Regardez le développement de la population des États-Unis. Alors bien sûr, il oublie les Indiens, hein, mais ça c'est classique, c'est les Américains. Mais bon, et puis vous voyez que ça continue. Et puis il calcule, alors ça s'arrête là. Hein. C'est un certain art de l'ajustement statistique. Hein. Vous allez le voir à l'œuvre bientôt. Et donc il dit ça marche. Alors il va un peu plus loin, il essaye les Suédois. Alors là, il admet qu'il y avait des Suédois autrefois. Hein. Et du coup, il pense que ça démarre pas à zéro, ça démarre un truc très faible. Là, c'est des gens du néolithique, quelque chose comme ça. Et puis, vous voyez, même chose pour l'ajustement. Et du coup, il ne se dégonfle pas, il passe à la population du monde entier. Voilà, regardez, c'est pas mal.
hein. Et donc, il fait une prévision. Vous voyez que ça va se stabiliser en 2026. Ça va se stabiliser plutôt très tard, hein, regardez. À peu près en 2100. Mais mettons, nous, on est 2000 est par là, nous, on est là, à peu près. Et à combien ça se stabilise? À 2 milliards d'habitants. Là, l'erreur est quand même... là, on approche de 8 milliards actuellement, donc c'est quand même une... Alors vous me direz, mais pourtant, l'ajustement est formidable. Hein, regardez ça, c'est toc. Alors là, je ne sais pas d'où il tire ce chiffre. Mais ensuite... Mais en même temps, quand vous avez des données comme ça, vous pouvez ajuster ce que vous voulez. Voilà, là, j'ajuste une droite. C'est aussi bien. Ou bien j'ajoute une parabole. C'est aussi bien. Et là, je vais vous mettre la réalité, ce qui s'est réellement produit. Voilà. Oui, c'est ma figure. On a dépassé, puisque vous voyez que les 2 milliards sont atteints là. Il faut imaginer que les 7 milliards sont à peu près au plafond. Mais à chaque fois, l'ajustement, là, c'est un ajustement exponentiel. Il marche aussi, donc c'était pas du tout... comment dire, ça ne prouvait rien, ces ajustements. Mais c'est par derrière son idéologie que j'ai tenté de vous décrire qui était importante. Il fallait trouver une loi, puisque seule la volonté humaine était en jeu, donc ça pouvait mener n'importe où. Donc en quelque sorte, cette loi-là remplaçait, c'est une loi biologique des espèces dans leur entier, et qui l'opposait à une loi biologique des individus, qui était celle de la décroissance, au fond de la stérilité croissante ou de la décroissance de la fécondité. Je vais vous mettre une autre petite prévision, c'est une prévision durant l'entre-deux-guerres. Alors là, c'est Alfred Sauvy qui a fondé l'INED, qui était un très bon démographe et aussi un très bon économiste et un homme intelligent. Et il a, en 1931, il a fait la première, alors c'est pas ça s'est fait, disons, entre 1928 et 1931, pratiquement dans tous les pays, on disait industrialisés à l'époque, on s'est mis à faire des prévisions selon la méthode que je vous ai indiquée, selon la méthode des composantes. Il y a des raisons théoriques à cela, mais ça m'emmènerait trop loin. Et il a publié une prévision de l'évolution de la population française jusqu'en 1980. Vous avez sous les yeux, vous voyez qu'il y a deux hypothèses. L'hypothèse 1, c'est la fécondité restait ce qu'elle était en France, et l'hypothèse 2, la fécondité devenait ce qu'elle était à Paris. Et son résultat, c'est la population tomberait à peu près 39 millions d'habitants dans l'hypothèse haute et à 29 millions d'habitants dans l'hypothèse basse. Là, il va être quoi pour les Français avoir les chocottes. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je suis obligé d'agrandir. En rouge, c'est ce qui s'est passé réellement. Alors là, vous dites, mais il s'est complètement trompé, Sauvy. Je ne serais pas aussi méchant. Si vous regardez bien, jusqu'en 1945, il ne s'est pas du tout trompé. Vous voyez que la 45, c'est ici. Hein, ou c'est ici, plutôt. Vous voyez que, bon, il y a la guerre, top, c'est la fin de la guerre. Donc, et puis après, bien sûr, il est trompé. Mais est-ce qu'on pouvait demander à Sauvy de prévoir la guerre, de prévoir qu'elle durerait presque 6 années, de prévoir qu'on découvrirait les antibiotiques, de prévoir qu'il y aurait le baby-boom, même qu'on ne sait pas encore vraiment expliquer. Ça aurait été un surhomme, là, il fallait... mais en même temps, donc, quelque part, faire une prévision, au fond, tant qu'il n'y a pas de... les Américains disent turning point, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de retournement de tendance, et les retournements de tendance sont assez rares, donc on peut projeter sur 5, 10, 15 ans. Mais au-delà, on s'expose à un retournement de tendance, et là on le voit très clairement. Et d'ailleurs, Sauvy il avait mal digéré, là, il n'a jamais refait de prévision ensuite, et il avait trouvé une très bonne formule. Sa formule, c'était prévoir pour ne pas voir. C'est malin, on retourne complètement. Et il n'a pas complètement tort, c'est une partie de la prévision, cherche à faire peur de ce qui risque d'arriver. Donc, c'est souvent, après tout, l'explosion démographique, c'est cela, c'est faire peur de ce qui va peut-être se produire. Donc, sa formule peut être conservée. Alors, même chose, les Anglais. Alors, les Anglais, ils se voient encore plus largement que Sauvy. Enid Charles, c'était elle qui dirigeait le service statistique de Sa Majesté
dans les années 30. Elle a fait une petite prévision, justement. Alors, il y a 3 hypothèses. Je vous le montre juste pour mémoire, mais pour montrer que les Anglais, eux, ils n'ont pas peur que la population décroisse en Angleterre. Les Anglais, ils ont toujours pensé qu'ils étaient trop peuplés. Déjà, du temps de Malthus, ils étaient 10 millions, ils pensaient qu'ils étaient trop nombreux. Il y a toujours eu trop de pauvres pour les Anglais, si vous voulez. Et vous voyez que dans l'hypothèse B, en 2035, il ne devrait rester que 5 millions d'Anglais. Et ça paraissait pas, la publication était faite, ça ne paraissait pas monstrueux du tout aux Anglais. Et là, on a bien d'ailleurs la différence avec la France qui est obsédée. Alors, en 1945, c'est encore un très grand démographe, Ansley Cole, qui est un jeune homme. Il vient de terminer d'ailleurs comme lieutenant de marine la guerre. Et il est à Princeton. Et avec un autre très grand démographe, Notstein, qui dirigeait l'Institut de Princeton, on leur demande de faire la Société des Nations leur demande, c'est le dernier travail de l'association, de faire une prévision de ce qu'allait être. Alors le titre, c'est j'ai mis en bas, The Future Population of Europe and the Soviet Union. Et vous allez voir que le titre est très bien trouvé parce qu'il dit exactement ce que eux vont calculer. Alors, là-dedans, voilà un des graphiques qui est là, c'est le nombre. Dans ce graphique-là, il montre combien il y aura en Europe, dans les 15 années à venir, de nouveaux travailleurs qui arriveront pour 100 travailleurs qui partiront. Et plus c'est clair, plus les travailleurs ne seront pas remplacés. Ça sera, pour 100 départs, il y aura moins de 100 arriver. Et plus c'est noir, plus, au contraire, le remplacement par des nouveaux travailleurs sera important. Et vous voyez qu'il y a une coupure très nette est-ouest. C'est une coupure remarquable. Alors, les calculs sont faits avec des projections. Cole était, lui, un mathématicien d'origine, avant d'être lieutenant de marine. Donc, il y a des projections avec des courbes hyperboliques. Enfin, c'est super scientifique en apparence. Et ensuite, on vous publie les résultats. Et c'est ça, les résultats. Alors, regardez un peu, au fond, ce que j'ai tracé ici, ça s'appelle Yalta. C'est à Yalta, vous savez que Staline, Roosevelt et Churchill se sont mis d'accord sur ce qui irait au bloc soviétique et ce qui resterait à l'Occident. Vous regardez, la prévision est quand même... Et on est la prévision qui a été faite par Notstein et Kohl, elle date de 1944. La guerre n'est pas finie. Hein, donc il y a toujours Hitler et tout. Eh ben déjà, vous avez à des petites nuances près, vous voyez que la partie russe va être très féconde. Et alors la population de 15 à 64 ans, c'est aussi la population des soldats, la population possible des soldats. Elle va être très importante, elle va se renouveler, alors qu'à l'Ouest, pas du tout. Autrement dit, l'Allemagne n'est pas vaincue, et déjà la guerre froide a commencé. Déjà, au fond, la projection démographique illustre l'idée de la guerre froide. Et le titre même illustre l'idée de la guerre froide. Quand même, choisir ce titre, The Future Population, la population future de l'Europe et de l'Union soviétique. C'est même pas de l'Europe et de la Russie. C'est clairement un terme politique. On oppose l'Europe et l'Union soviétique. Et l'Europe, alors, bien sûr, l'Europe, c'est la faiblesse des démocraties, etc. Donc, vous voyez qu'elles sont condamnées à avoir pas beaucoup d'hommes de 15 à 64 ans. Donc, on voit que ça se terminera mal. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Eh bien, vous voyez, c'est là toutes les démocraties que je vous ai mis là. Vous voyez qu'il y a vraiment le bloc soviétique à Yalta est dans les couleurs noires et les démocraties. Alors, le Sud, c'est ambigu, hein, parce que vous voyez qu'au Sud, le Portugal, l'Espagne, c'était pas bien brillant. Hein. Il y avait Franco, il y avait Salazar. Donc, c'est pas des démocraties. C'est vraiment dans les démocraties que ça va mal et dans les pays de l'Est que ça va bien. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Voilà l'augmentation de population observée. Exactement le contraire. Voilà où ça a beaucoup augmenté, dans les démocraties. Autrement dit, alors,
là-dedans, on est face à une prévision qui était purement idéologique. Bien sûr, on sait pourquoi ça a plutôt augmenté. Il y a eu le baby-boom qui était absolument imprévisible. Ça aurait vraiment été très très fort de le prévoir. Il y avait la découverte des antibiotiques, il y avait le déclenchement des migrations de l'après-guerre pour reconstruire les pays détruits. Et donc, grosso modo, c'est dans ces pays-là que la population s'est accrue. Donc on est arrivé à l'inverse. Je sens que je vais vous lasser un petit peu, donc on va peut-être arrêter. Je vais peut-être montrer un dernier cas qui vous concerne un tout petit peu plus. C'est nombre de naissances en Afrique du Nord et dans la communauté européenne. Voilà quelque chose qui a été publié par le rapport Ramsès. Le rapport Ramsès, c'est... il y a un institut français des relations internationales, l'IFRI, présidé par M. de Montbrial. C'est un endroit très chic qui est lié aux affaires étrangères, qui publie un rapport de géopolitique chaque année. Et il y avait en 1987, le sujet, c'était la démographie. Et donc, ils ont... Alors, le rapport n'est pas du tout excessif. Il dit, bon, ça peut se produire, mais ça peut aussi s'arranger. Enfin, bon, c'est des diplomates. Hein. Et voilà ce qui montre, c'est les naissances en Afrique du Nord. Ce graphique est extrait du rapport. Et vous voyez en bas, il y a marqué « Source INED 1987 ». Alors, ce n'était pas vraiment l'INED, mais c'était quelqu'un de l'INED, Jean-Claude Chenet, qui avait travaillé sur ce rapport. Et donc, c'est les dessinateurs, le bureau de dessin de l'INED qui avait fait les graphiques. Mais ça donnait, si vous voulez, ça renforçait le caractère sérieux de l'exercice. Et vous voyez qu'on va jusqu'en 2010, donc c'est pas trop loin. Et voici ce qui se passe. Les naissances en Afrique du Nord dépassent de beaucoup les naissances dans la CEE. C'était la Communauté européenne économique à 12. Alors, j'étais quand même un peu étonné de voir ce graphique, parce que quand on dit les naissances vont se produire comme ça veut dire par la suite les populations vont suivre, hein, c'est logique. Et j'ai regardé, mais qu'est-ce qu'on appelait vraiment au fond Afrique du Nord et communauté européenne. Alors Afrique du Nord, il y avait une petite note, il y avait marqué Afrique du Nord au sens des Nations Unies. Alors vous allez sur la division de la population, et puis vous voyez comment ils divisent le monde, et il dit l'Afrique du Nord comprend la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte et le Soudan. Donc là, vous avez une grosse Afrique du Nord déjà. Hein. Donc, et au fond, à l'époque, Afrique du Nord, pour un Français en 87, ça voulait dire Maghreb, ça voulait pas dire Soudan. Hein. Faut être là-dedans, il y a une escroquerie sur le terme. Hein. Bon, mais bon, c'est comme ça pour les Nations Unies. Hein. Et donc du coup, vous voyez, si vous mettez le Maghreb, c'est la courbe du bas. Donc les naissances au Maghreb, voilà comment elles ont évolué, comment elles évoluaient avant. C'est une partie, mais et puis. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas pour plaider pour l'Union européenne, mais elle n'est plus à 12, elle est à 27. Donc c'est plus le même ensemble politique. Et vous voyez qu'à cette fois-ci, pour l'Union européenne, c'est pas du tout les courbes rouges du bas, c'est la courbe rouge du haut. Hein. Voilà ce qui est devenu même avec une fécondité faible. Bon, c'est ça l'Union européenne. Donc si on suit, voilà, j'ai fait une fausse manœuvre. Si on suit on va pas voir le reste, hein, parce que si on suit le raisonnement, au fond, très clairement, le but de l'IFRI non avoué, c'était de faire peur de l'invasion, si vous voulez. C'était ça. Et on pourrait retourner l'argument, on pourrait dire, mais si au contraire on met mon graphique, il faudrait que vous ayez peur de l'invasion, puisque les naissances vont être beaucoup plus nombreuses dans l'Union européenne encore maintenant que de l'autre côté. Donc là, vous avez un autre aspect idéologique qui est le choix des périmètres. C'est quel pays on retient et quel pays on met ensemble. Et selon la manière dont vous choisissez les périmètres, vous arrivez à dire presque n'importe quoi. On aurait pu mettre, si au lieu de mettre Afrique du Nord, si on avait arrêté l'Afrique du Nord, par exemple, au golfe de Guinée,
À ce moment-là, vous auriez mis les Nigeria dedans, etc. Là, c'était énorme les naissances dans tous ces pays. Mais inversement, l'Europe, pourquoi s'arrêter à l'Union européenne? Pourquoi pas mettre la Russie, les pays de l'Est, etc. Donc là, inversement, ça aurait gonflé. Autrement dit, là, il y a un jeu qu'il faut regarder de très près, qui est un jeu qui est la porte ouverte ou qui est la manifestation de l'idéologie. Donc, je vais peut-être arrêter là. Parce que je vais arrêter là, parce que je vous ai quand même parlé longtemps et on va peut-être prendre quelques questions, hein, puisque ça fait quand même une bonne heure. Sinon, je vais vous dire juste la suite du programme. Il y aurait une discussion sur la question subsistance et population, hein, comment elle se pose maintenant, mais c'est beaucoup trop de choses. Donc on va peut-être prendre des questions maintenant, hein, puisque c'est une bonne heure là que. Ouais, un peu plus d'une heure. Donc. Okay.